Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Thomas Sankara. Qui est Thomas Sankara? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un président africain emblématique. Devenu président du Burkina Faso en 1983. Mais par contre, petit retour en arrière. À ce moment-là, le Burkina Faso ne s'appelait pas Burkina Faso, ça s'appelait la Haute-Volta. L'ancien colonisateur du pays a décidé ce nom-là. L'ancien colonisateur, c'est la France. La Haute-Volta a pris son indépendance en 1960 et en 1983, Thomas Sankara devient président et décide de changer le nom en Burkina Faso. Burkina Faso signifie pays des hommes intègres, en moré et en djoula. Le moré et djoula, c'est des langues locales, donc c'est un peu un moyen de couper totalement le lien avec justement l'ancienne colonie. Pays des hommes intègres, c'est pas un hasard. En effet, Thomas Sankara est très lié au principe d'intégrité. Pour lui, un homme, et une femme d'ailleurs, un homme avec un grand H bien entendu, se doit d'être intègre. On peut également se demander si ça n'a pas été son frein dans certaines situations, et même peut-être sa plus grande faiblesse dans ce contexte géopolitique. On sait à quel point la politique c'est Game of Thrones, et je sais pas si l'intégrité, en tout cas si on peut dire que l'intégrité lui a porté préjudice. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc cette histoire, elle mêle amitié, trahison, mystère, enfin course au pouvoir, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, j'espère que vous avez préparé vos pop-corn et votre thé parce que c'est maintenant dans les histopos. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, au Burkina Faso. Non, en Haute-Volta, bref. Il grandira dans une famille totalement catholique, avec un père qui est gendarme. Il décidera de suivre des études militaires pour un peu marcher sur les pas de son père, et toujours avec, comme je vous le disais, l'intégrité, la bonne conduite. Il rencontrera lors de sa première mission un jeune homme qui s'appelle Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré et lui se retrouveront dans certaines opinions politiques. Les inégalités, il ne supporte pas l'oppression du peuple. Il est vraiment en alignement avec la pensée marxiste, donc communiste, contre les classes sociales. Et avec son ami Blaise Compaoré, à l'âge de 26 ans, donc avec d'autres militaires, ils décideront de monter un groupe qui s'appelle le Regroupement des officiers communistes. Nous sommes à ce moment-là dans un pays qui a pris son indépendance depuis peu, qui alterne toujours entre oppression, un militaire qui arrive pour sauver tout le monde, et en fait non, lui aussi, il devient un oppresseur, etc. Donc c'est que ça. D'ailleurs, le premier président, Yaméogo, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, le premier président est sorti par la porte de sortie, bien entendu, parce que la population s'est soulevée contre lui. Donc on est vraiment là dans un pays qui est habitué, entre guillemets, à se faire entendre et à se faire comprendre. Il se fait très rapidement un nom et commence à être aimé par la population, ce qui fera qu'il rentrera au sein du gouvernement, sous le gouvernement de Say Zerbo. Say Zerbo, il est vu comme la voix de la jeunesse, un renouveau, mais très rapidement, il fait exactement la même chose que ses prédécesseurs et il muselle le peuple. Ce qui va totalement mettre Thomas Sankara hors de lui. Il décide de quitter ce gouvernement, il démissionne et il déclarera à la télé: malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Donc c'est une phrase emblématique de Thomas Sankara. Comme je vous le disais, les coups d'État sont fréquents à cette époque. Un nouveau coup d'État a lieu donc, contre Say Zerbo et c'est Jean-Baptiste Ouédraogo qui viendra au pouvoir. Jean-Baptiste Ouédraogo choisira en Premier ministre qui ? Bien sûr, Thomas Sankara qui représente justement l'opposition, la rébellion. Nous sommes là en janvier 1983. Très vite, des petites frictions vont se faire sentir. Thomas Sankara dit tout ce qu'il pense et il est contre l'impérialisme, mais totalement, comme je vous l'ai dit. Il va se positionner directement contre les relations entre la Haute-Volta et la France. Il qualifie ces relations de néocolonialisme, ce qui est un coup de tonnerre parce que personne avant lui n'arrivait du moins à dénoncer certaines choses. Cette fois-ci, il ne démissionnera pas, mais il sera limogé et arrêté. Pourquoi ? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, on pourrait pointer du doigt ses relations diplomatiques avec la France qui sont juste désastreuses, mais également le fait qu'il ait invité au moins une fois le très controversé Mouammar Kadhafi. Thomas Sankara ne se laisse pas abattre, tout au contraire, c'est un battant.
Ils décident de créer un groupe avec Blaise Compaoré et ils vont s'entraîner, ils vont entraîner leurs milices, leurs commandos et ils vont se préparer à attention, non pas des élections, un coup d'état, bien entendu. On est le 4 août et Thomas Sankara devient président de la Haute-Volta, qui deviendra bien sûr par la suite Burkina Faso, comme je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il devient président de la Haute-Volta le 4 août 1983. On entre là dans l'ère de la révolution du Burkina Faso. D'ailleurs, il va mettre le mot révolution dans tout. Le Conseil national révolutionnaire, il crée le comité de défense de la révolution à l'image du comité de défense créé dans les années 60 par Cuba. Donc il est très proche de la pensée marxiste, communiste. Thomas Sankara est tout d'abord anti-impérialiste. Donc ça veut dire qu'il est contre cette emprise qu'ont les grandes puissances sur justement les pays du Sud, à savoir donc les pays africains principalement. Et pour ce faire, il décide de véhiculer des pensées et puis surtout des messages d'autosuffisance et d'indépendance à sa population. Il leur explique qu'en acceptant de l'aide de l'extérieur, c'est une manière d'accepter aussi les ordres de l'extérieur. Tu peux pas demander du pain à quelqu'un si elle te dit bon bah par contre oui je te donne ton pain mais je veux que tu t'habilles qu'en rouge et tu vas dire non, bah il va arrêter de te donner du pain tout simplement. Donc ça fait que tu es obligé d'écouter, tu vois. Thomas Sankara va justement apprendre à son peuple, non, il faut pas qu'on attende des autres, il faut qu'on fasse nous-mêmes. Par exemple, il va faire en sorte qu'on construise des chemins de fer, qu'on construise des logements sociaux sans l'aide de l'extérieur. L'impérialisme passe aussi par, comme on dit, le soft power, tout ce qui est mode, etc. Voilà, enfin toute cette emprise, même au niveau des habits. Si on n'a pas du Levi's, si on n'a pas du Nike ou peu importe, on n'est pas à la mode à ce moment-là. S'habiller 100% local, manger local, consommer local, c'est vraiment des valeurs qu'il va véhiculer à son peuple pour qu'il devienne autosuffisant. Totalement anti-corruption, c'est rare pour un président africain. Il va vouloir aider sa population à comprendre que le gouvernement est au service du peuple, il n'est pas là pour s'enrichir sur le dos du peuple, donc il va donner ces valeurs-là à sa population qui commencera à avoir de plus en plus confiance en son gouvernement, mais également, et je pense que c'est le plus dur, donner ces valeurs-là à son gouvernement, à ses fonctionnaires et tout, ça c'est... Voilà quoi, c'est pas facile parce que ces mecs-là, quand ils décident d'entrer dans le gouvernement, pas tous, heureusement, il y en a qui ont vraiment des valeurs nobles, etc. Mais très souvent, malheureusement, c'est pour s'en mettre plein les poches, mettre la famille à l'abri. Il est contre ce pillage-là de l'État. Il va justement donner donc pour ordre à son gouvernement de se contenter du strict minimum. Il va changer toutes les voitures présidentielles de ses prédécesseurs. Et il va racheter des R5. Il roulera lui-même en R5. Ouais. Et là, Thomas Sankara est totalement, je dirais oui, intègre. Il estime que l'éducation est la clé et que pour que le pays change, il faut déjà changer la mentalité de la jeunesse. Bon, il y a un truc, moi, qui me gêne. 2600 professeurs vont être remplacés par des professeurs révolutionnaires qui sont ancrés dans la pensée révolutionnaire, mais pas assez formés. Même si Thomas Sankara donne une place énorme à l'éducation, le niveau va considérablement baisser à cette période-là, justement à cause de professeurs qui sont très peu qualifiés. Il fera envoyer 600 orphelins à Cuba pour les mêmes raisons, qu'ils puissent être éduqués à la pensée révolutionnaire, communiste. Et comme il a des relations diplomatiques avec Cuba qui sont très proches, il prend un peu Cuba comme un modèle, il décidera de les envoyer là-bas. Thomas Sankara est un des premiers présidents africains totalement et ouvertement féministes. Il va ouvrir la formation militaire aux femmes, ce qui à ce moment-là est un peu révolutionnaire, oui, on est toujours au début des années 80. Il va également mettre en place une journée symbolique où c'est les hommes qui vont faire le marché, qui est connu comme une tâche féminine, pour justement sensibiliser les hommes à ce que les femmes font chaque jour. Il a mis en place des petites choses comme ça qui sont très bien, mais surtout et avant tout, il va donner des postes à haute responsabilité aux femmes, à savoir donc la ministre du budget ou la ministre du plan de développement est une femme. Alors là, c'est vraiment des postes vus à cette époque-là, bien entendu, comme des postes pour les hommes. Il mettra fin notamment à la dot, qu'il considère comme une marchandisation des femmes. Il luttera contre l'excision, il luttera totalement contre les mariages forcés. Il est également
écolo. Oui, aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais à cette époque-là, non, des gens qui te parlaient de l'environnement et tout, on les prenait un peu pour des extraterrestres. Et non, Thomas Sankara avait très bien compris que pour qu'on puisse vivre sereinement, il fallait faire attention à notre si belle nature. Et il mettra en place, par exemple, des campagnes de reboisement des forêts. Le Burkina Faso deviendra alimentairement totalement indépendant en 1987 grâce à la production de céréales. Thomas Sankara est-il un président totalement démocratique ? Alors la question est très compliquée dans le sens où Thomas Sankara fait tout pour que le peuple participe mais vraiment directement à chaque décision qu'il prend. Le problème, c'est que Thomas Sankara est contre le multipartisme. Bien entendu, c'est l'un des critères fondamentaux démocratiques parce que la population doit pouvoir avoir le choix. Thomas Sankara est contre cette idée-là. Il estime que le fait d'avoir le choix pour la population est juste un moyen, en fait, de, voilà, comme un petit tour de magie, leur faire croire qu'ils ont le choix, alors qu'en fait, ils n'en ont aucun. Il est contre cette démocratie, cette pensée importée et imposée par les grandes puissances. Il pense que la réelle démocratie doit être une construction historique et culturelle propre à chaque population. Donc il y aura quelques petites tensions à l'intérieur de l'État. Déjà, le CDR, donc le Comité de défense de la Révolution, dont je vous parlais tout à l'heure, parfois utilise la force et utilise des moyens peu conventionnels pour faire adhérer la pensée révolutionnaire à la population, ce qui ne plaît pas du tout et c'est normal. En plus de ça, donc il y aura beaucoup de problèmes au sein du gouvernement parce que bien entendu, il y a ceux qui épousent totalement la pensée de Thomas Sankara, mais il y en a qui épousaient la pensée au début, mais commence à se dire, mais attends, je suis fonctionnaire, il veut que j'aille faire des travaux avec mes mains, je roule en R5 en petite voiture et tout. Enfin voilà, il y en a qui veulent s'enrichir, ils veulent changer de vie, clairement. Il y aura même des grèves. En fait, la population, en réalité, on a marre de se sacrifier. Et elle en a marre de se sacrifier parce que, oui, certes, il y a une vision, c'est sûr et certain, mais le problème, c'est que quand ça commence à durer, parce que Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 1983, quand les années commencent à passer et qu'on voit pas encore le changement palpable, quand on voit pas le changement tout de suite, on commence un peu à se fatiguer en disant bon, mon coco, voilà quoi. Donc du coup, ça crée des petites tensions au sein du gouvernement et de l'État. Il y aura d'autres tensions également au niveau de ses relations diplomatiques. Donc on va parler tout d'abord de la Libye. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mouammar Kadhafi, on en a parlé tout à l'heure parce que je vous ai expliqué que Mouammar Kadhafi avait de bonnes relations avec Thomas Sankara. Thomas Sankara a demandé de l'aide à Mouammar Kadhafi pour mettre en place son putsch, son coup d'État qu'il a mis au pouvoir. Et Mouammar Kadhafi lui a fourni des armes, etc. Donc il l'a aidé politiquement, mais également matériellement parlant. Ce qui fait que Thomas Sankara est en quelque sorte redevable. Thomas Sankara ne veut pas être redevable. Comme je vous le disais, il est totalement intègre et ça, on ne pourra jamais le lui enlever. En fait, le Burkina Faso est membre non permanent du Conseil de sécurité de 1984 à 1985. À un moment donné, il y a un conflit tchadien et Thomas Sankara ne va pas s'aligner sur sa position, ce qui va fortement énerver le Libyen. C'est logique, hein, il y a toujours une contrepartie, il n'y a jamais rien sans rien. Et ça va totalement frictionner, mais ça va gâcher les relations entre les deux. Bon, après, comme je vous le disais, hein, Thomas Sankara a de bonnes relations avec la Russie, Cuba. On est dans un contexte de guerre froide, donc ça crée pas mal de problèmes. Hein. Donc à ce moment-là, le président de la Côte d'Ivoire est Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu on va dire le bon élève de la France-Afrique et c'est le leader des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Thomas Sankara est jeune et fougueux et il gêne considérablement justement ces personnes-là qui sont des bons élèves et qui ne disent pas certaines choses. C'est gênant, c'est très gênant en fait quand Thomas Sankara parle à ce genre de personnes. L'Ivoirien va totalement commencer à détester ce jeune-là. D'ailleurs, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne se font pas entre Thomas Sankara et Houphouët-Boigny, mais se font entre Blaise Compaoré et Houphouët-Boigny. Et anecdote, Blaise Compaoré est marié avec la filleule de Houphouët-Boigny. Donc c'est vraiment des relations très très privilégiées, ça devient un peu son poulain, clairement. Thomas Sankara n'y verra rien en fait, il a aucun souci, oui ok, c'est bien, t'as des bonnes relations avec lui, tant mieux, ça m'évite de lui parler. Et en fait, il y a quelque chose qui va totalement les distancer, c'est le fait que Thomas Sankara refuse d'aider Charles Taylor. Mais
Qui est Charles Taylor? En fait, Charles Taylor est un rebelle contre Samuel Doe. Samuel Doe qui est le président du Libéria à ce moment-là. Mais comment Samuel Doe est-il arrivé au pouvoir? En fait, Samuel Doe, pour arriver au pouvoir, a tué donc l'ancien président par coup d'État, qui était William Tolbert. Et William Tolbert était un très bon ami à Houphouët-Boigny. Je le redis, Houphouët-Boigny est ami avec William Tolbert, qui est président. William Tolbert est tué par Samuel Doe, par coup d'État. Samuel Doe est président. Et il y a un rebelle qui veut justement renverser Samuel Doe. Et ce rebelle s'appelle Charles Taylor. Le truc, c'est que comme Samuel Doe a tué l'ami de Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny veut se venger. Donc il prend sous son aile Charles Taylor pour renverser Samuel Doe. Et je sais, c'est tiré par les cheveux, mais voilà, vous avez compris. Il décide de prendre sous son aile Charles Taylor. Charles Taylor doit être formé avec son commando rebelle. Ils doivent suivre un entraînement militaire pour réussir ce putsch. Mais qui d'autre pour les former que Blaise Compaoré et Thomas Sankara? Eux-mêmes ont mis en place un putsch qui a été effectif. Donc du coup, il se tourne vers Blaise Compaoré et lui demande « Est-ce que tu pourrais former mon petit Charles Taylor ?» Le problème qui se pose, c'est que Blaise Compaoré peut accepter, mais il doit demander d'abord l'autorisation à Sankara. Et Sankara refuse, tout simplement. Il dit on peut lui accorder l'asile politique, ça, il n'y a pas de souci, mais on ne forme pas des gens ici pour aller renverser. Non, ça se passe pas chez moi. Donc du coup, ça crée encore une distance entre Thomas Sankara et Houphouët-Boigny, parce que Thomas Sankara, non mais parle trop, mais en plus de ça, il écoute même pas, et puis il rend même pas de service. Non, mais là où il y a vraiment un gros problème, on va dire, c'est avec la France. Donc déjà, par rapport, comme je vous le disais, à ces relations qui sont un peu controversées avec Mouammar Kadhafi, etc. En plus de ça, Thomas Sankara a tendance à un peu trop dire qu'il est contre les relations néocolonialistes, contre la France et tout anti-impérialiste, tout ça. Donc du coup, ça ne plaît pas, bien entendu. Il dit des choses que personne n'ose dire, en fait. Le président, à ce moment-là, français, est François Mitterrand. Et François Mitterrand aura une friction avec Thomas Sankara lors d'un meeting. Donc on est le 17 novembre 1986 et Thomas Sankara dira ouvertement à François Mitterrand qu'il est contre le fait qu'il ait pu inviter quelqu'un comme Pieter Botha dans le pays, dans l'État français. Donc Pieter Botha, qui était à ce moment-là le président de l'Afrique du Sud en plein apartheid. Thomas Sankara le traite de criminel et estime que ce criminel n'aurait pas dû avoir la chance de fouler la belle terre française. François Mitterrand répondra très diplomatiquement en disant « Bon écoute, mon coco, tu as raison ou pas, c'est pas le problème. Ce qui est sûr, c'est que dans les relations diplomatiques, parfois on devrait apprendre à se taire. Peut-être que tu l'apprendras avec l'expérience, mais moi je sais d'expérience qu'il y a des lignes à ne pas franchir et que tu es en train de les franchir. » Avec beaucoup plus de diplomatie, bien entendu, mais en gros c'est ce qu'il lui dit. Lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, Thomas Sankara dira ouvertement, donc à ses homologues, qu'il est contre le paiement de la dette des États africains à la Banque mondiale. Il appellera à une action collective des pays qui sont concernés par cette dette, le paiement de cette dette, et il dira qu'il est contre et qu'il ne faut pas le faire. Concernant Blaise Compaoré, donc son numéro 2, c'est, comme je vous l'ai dit, son plus vieil ami, si on peut dire, et ils entretiennent des relations très privilégiées. Blaise Compaoré est son confident, même. C'est celui qui se lève à 4h du matin quand Thomas Sankara ne va pas bien pour discuter avec lui, pour voir les nouvelles idées, etc. C'est d'ailleurs un peu grâce à lui que Thomas Sankara est arrivé au pouvoir. Ils partagent tout ensemble. En 1985, Blaise Compaoré se mariera avec Chantal Compaoré, la filleule de Houphouët-Boigny, comme je vous le disais tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est que Blaise Compaoré va légèrement changer, il va un peu s'embourgeoiser à ce qui se dit. Il aura d'autres aspirations. Il va commencer à penser à la possibilité de devenir le numéro 1 du gouvernement. Ce qui va venir aux oreilles de Thomas Sankara est affreux, parce qu'on va commencer à lui dire en fait qu'il y a des rumeurs qui disent que son meilleur ami, donc Blaise Compaoré, est en train de mettre en place un complot contre lui, un coup d'État. Thomas Sankara ne veut rien entendre, en fait. Il ne veut pas entendre ce genre de choses. Il n'est pas question qu'on lui dise du mal de son ami. Toujours très marqué par la pensée intègre, il n'est pas question qu'on lui soumette l'idée de comploter à son tour contre son ami. Toujours très bon, très intègre, il décide de ne rien faire, de fermer les yeux face à ces rumeurs-là, et il demandera à tout le monde de ne rien faire. Il interdira toute arrestation ou toute action contre son ami. Ce qu'il va accepter de faire, par contre, c'est créer une force d'intervention nommée la FIMAX, qui est censée le protéger en cas de coup d'État. Donc oui, il ne veut rien faire contre son ami,
mais il accepte d'être mieux protégé. Ça va un peu énerver, même beaucoup énerver Blaise Compaoré, qui est lui à la tête des forces armées et qui est censé s'occuper de la protection du président. Blaise Compaoré a vu ça comme un réel affront, en fait. Il a vu cette création comme justement, premièrement, la preuve que on commence à l'évincer petit à petit, mais en plus de ça, comme la preuve que on estime qu'il ne protège pas bien Thomas Sankara. Le 14 octobre 1987, Thomas Sankara et ses collaborateurs se rejoignent pour signer la création de la FIMAT, sans l'accord et sans la présence de Blaise Compaoré, qui est censé être malade, mais il est surtout contre. Ce qu'il est important de se poser comme question, c'est Thomas Sankara a-t-il commis une erreur en ne décidant pas de faire arrêter Blaise Compaoré? Il a décidé de mettre en avant cette intégrité-là au péril de sa propre vie. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara prend sa R5 et se rend à une réunion avec les membres de son cabinet. Il se rend à cette réunion-là, ils sont en train de discuter et puis des militaires arrivent à s'immiscer dans le bâtiment en tuant la garde rapprochée de Thomas Sankara et somment, donc se mettent devant la porte et somment tout le monde de sortir. Thomas Sankara donc, se lèvera très héroïquement. Ne vous inquiétez pas, restez assis, c'est moi qu'ils veulent, sauf qu'il n'aura même pas le temps de sortir de cette pièce. En réalité, il sera lâchement et froidement abattu par balle. En tout, ce jour-là, 13 personnes ont été assassinées, dont Thomas Sankara, parce que finalement, ils ont tous été tués. On n'a gardé qu'une seule personne en vie. C'est justement cette personne-là qui racontera à tout le monde ce qui s'est passé ce jour-là et qui désignera les milices de Blaise Compaoré comme étant les personnes coupables de ces assassinats. Le soir même, un communiqué à la radio déclare la dissolution du Conseil national de la Révolution et déclare Blaise Compaoré comme étant le nouveau président et la démission de Thomas Sankara. Thomas Sankara, quelques jours après, sera déclaré mort de mort naturelle, ce qui est plutôt ironique. Aujourd'hui, personne n'a été officiellement arrêté pour la mort de Thomas Sankara. Personne n'a été inculpé pour la mort de Thomas Sankara. Un mandat d'arrêt a été délivré envers le principal suspect de sa mort. Qui est ce principal suspect? Il s'agit de Blaise Compaoré. En effet, Blaise Compaoré a été président du Burkina Faso de 1987 à 2014. Il mettra en place un gouvernement et un pays totalement libéral, ouvert sur le monde. Du moins, il ouvrira les vannes que Thomas Sankara avait fermées et il sera un peu plus conventionnel en ce qui concerne justement les relations entre la France et le Burkina Faso. En 2014, il sera poussé vers la porte de sortie par sa population. En effet, sa population, donc pour des problèmes politiques, vont se révolter, mais également, il y avait ce fond-là, cette volonté de vengeance pour Thomas Sankara. En 2014, il s'exile en Côte d'Ivoire. C'est le pays de sa femme, bien entendu. Il aura la nationalité ivoirienne, ce qui lui permettra de rester en Côte d'Ivoire malgré un mandat d'arrêt à son encontre, toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, personne, comme je vous le disais, n'a été encore arrêté ou jugé pour ce meurtre, mais ça ne saurait tarder. Beaucoup de spéculations, il y a énormément d'hypothèses, mais en tête de liste reste et figure Blaise Compaoré. Thomas Sankara est mort et a laissé une femme et 2 enfants. C'était un homme aimé, c'était un homme aimant, intègre. Bien entendu, mon but n'est pas de faire croire aux gens que Thomas Sankara était l'homme parfait, mais en tout cas, pour moi, il est l'un des hommes politiques qui se rapproche le plus de la perfection. C'était un réel visionnaire, c'est important de souligner, parce que ce que cet homme avait prédit arrive encore aujourd'hui. Je pense que les gens, même en l'aimant, ne se rendaient pas compte à quel point cet homme voyait les choses et à quel point cet homme était bénéfique pour l'Afrique. C'est après des années, donc c'est après sa mort, même s'il y en a qui s'en rendaient bien compte à ce moment-là, toute l'Afrique a pleuré à sa mort. Mais même après sa mort, tous ces discours retentissent, rebondissent sur les murs et tout. On les entend encore jusqu'à aujourd'hui et on comprend à quel point cet homme était un visionnaire et en avance sur son temps. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle Histopo.